heureuse de vous retrouver. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors, une émission consacrée à vous, rien qu'à vous, à votre bien-être. Vous y aspiriez, eh bien, Direct 8 l'a fait. 2 rendez-vous quotidiens pour mieux vivre, tout simplement, avec légèreté, enthousiasme et passion. Le bien-être, c'est simple. C'est chaque matin en direct à 10h et chaque après-midi pour les retardataires pour la rediffusion de 16h10. Alors, un bien-être fédérateur, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin et chaque après-midi. Alors, un grand merci, voilà, pour votre enthousiasme et votre fidélité. Alors, aujourd'hui, au programme de cette émission, eh bien, nous allons faire ensemble notre bilan de vitalité et notre bilan de santé. Tiens, votre capital vitalité, votre capital santé, à combien l'estimez-vous? Eh bien, aujourd'hui, on va vous aider à l'évaluer. Alors, comment? Eh bien, grâce à tous ces indices, tous ces signes extérieurs qui jalonnent notre visage, notre corps et qui révèlent beaucoup plus qu'on l'imagine de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, l'extérieur, reflet de notre intérieur. Eh bien, on en parle aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, à vos côtés, Desislava Nikodimova, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturopathe et vous allez justement nous aider à décrypter tous ces indices qui, vous allez voir, sont vraiment à portée de notre regard et qui sont riches d'informations pour évaluer justement notre tonus, notre vitalité et notre capital santé. Également à nos côtés, Daniel Kieffer, bonjour. Bonjour, naturopathe, président fondateur du Sénato, Collège européen de naturopathie. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Guide personnel des bilans de santé. C'est aux éditions Grancher. Alors pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission, qui ne connaissent pas encore tous les contours de cette profession, pourtant dont on parle de plus en plus, celle de naturopathe, c'est vrai que un naturopathe, on serait tenté d'aller en voir un parce qu'on en entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas tellement, on ne connaît pas bien tous les contours de cette profession. Alors un naturopathe, on va le voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'un naturopathe? Daniel Kieffer. C'est vrai qu'il y a souvent de la confusion entre médecine douce, naturelle, parallèle, alternative. On se place vraiment dans le champ de la prévention et un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Donc on va le voir d'abord quand on est en bonne santé pour rester en bonne santé. Et ça suppose qu'on va faire le point sur son capital santé, sur sa vitalité. Et puis, quand on est en situation de pathologie non lésionnelle, bien sûr, des troubles chroniques, on va réveiller des forces de guérison. Et au travers de cures et de réformes de l'hygiène de vie, on va réveiller son médecin intérieur. Alors le problème, c'est qu'en général, on s'intéresse à notre santé quand on est malade. C'est un petit peu le monde à l'envers. C'est bien dommage, oui. Donc là, on est vraiment dans la dynamique. C'est finalement une dynamique de prévention, celle de naturopathe. Bien sûr, c'est la première ligne d'action de naturopathe. Et on serait très heureux si on voit des gens qui viennent pour préserver, nous voir en fait pour bien apprendre comment gérer son capital santé. Voilà, parce qu'a priori, à la naissance, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est tous en grande forme, 20, 30, 40, tout va bien. C'est après que ça commence à se dégrader. Donc finalement, il faut se prendre en charge. Il faut être acteur de sa vie, de sa santé. C'est le principe de la naturopathie. C'est tout à fait ça, devenir plus autonome, plus libre, plus responsable, oui. Alors, c'est vrai que vous êtes tenté peut-être d'aller voir un naturopathe, puis c'est encore une profession qui n'est pas tellement bien encadrée. Alors on se dit qui aller voir, comment être sûr. C'est vrai que c'est un petit peu flou, c'est une profession qui reste encore très floue. Qu'est-ce qui fait la qualité en France? Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on est toujours un petit peu à la traîne, c'est vrai en Europe. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un naturopathe? C'est-à-dire que quel discours est-on en droit d'attendre d'un naturopathe? Déjà, s'assurer qu'il ait une formation sérieuse et qu'il ne soit pas formé avec 2-3 stages ou des cours par correspondance. On a des formations aujourd'hui sur 4 ans qui dépassent 4000-4500 heures. Donc, on a un niveau aussi d'anat, physio, patho équivalent aux formations infirmières. Et puis là-dessus, un discours qui ne soit pas un discours de médecin sans outrepasser ses droits et ses titres, qui soit à l'écoute, qui donne du temps, 1 heure, 1 heure et demie de consultation pour des prix raisonnables. Et qui surtout vous accompagne dans le cadre de cette réforme de votre hygiène de vie, qui soit vraiment un pédagogue et pas un prescripteur de plantes. On est vraiment à côté de cet aspect médecine sauvage. On est en complément finalement d'une médecine traditionnelle. Le médecin n'est pas en opposition au naturopathe. Justement, l'union fait la force, mais on est juste en amont. Bien sûr, oui. On travaille en amont. Ou en parallèle aussi. On peut accompagner quelqu'un, une personne qui est accompagnée en même temps par un médecin. Oui, au niveau de l'hygiène de vie. Alors on va revenir au sujet du jour. On va faire ensemble notre bilan de vitalité, notre bilan de santé. Alors tous les deux, vous pratiquez justement la naturopathie. Quand
une personne rentre dans votre cabinet, premier regard, appuyez, insistez. Est-ce que vous savez déjà un petit peu à qui vous avez affaire? C'est-à-dire le profil, les points forts, les points faibles, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de choses qui transparaissent justement de nous-mêmes en extérieur. Daniel Kieffer. Dans les grandes lignes, bien sûr, puisqu'on étudie assez à fond la morphologie, donc on a un regard assez éclairé sur la silhouette, la forme du visage, et puis le client arrive de la salle d'attente, on lui serre la main, on voit la poignée de main, on voit sa démarche, on voit la façon dont il s'assoit. On a de grandes lignes, on va dire des a priori là sur des fonctions fortes, des fonctions faibles, certains traits de psychologie qu'on va affiner bien sûr au travers du bilan. Qui vont être confirmés. Vous aussi, Desislava, premier regard, première impression. Quels sont les indices qui pour vous paraissent infaillibles et sur lesquels vous allez vous appuyer pour, en guise de première approche, de première esquisse de la personne qui rentre dans votre cabinet? Disons que nous sommes dans la même approche, mais avant que les personnes arrivent au cabinet, il y a la prise de rendez-vous. Donc le premier contact, ça passe par la voix. Et disons que ça, c'est un indice très très important qui dénote vraiment la vitalité et l'état d'être de la personne, son élan vital, en quelque sorte. Allez, on va faire un petit tour de table, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Les indices sur lesquels vous vous appuyez, justement, première approche, première rencontre. Vraiment la forme du visage, le regard, et après on va s'appuyer surtout sur l'iridologie et sur la prise de pouls également. Le regard, c'est quoi? C'est-à-dire des yeux, la pupille? Un regard brillant, un regard mobile, un regard qui dénote pas mal de choses au niveau du moral aussi. Les dépressifs n'ont pas un regard qui est aussi brillant, qui a perdu de l'éclat. Regard, reflet de l'âme, oui, souvent on dit, que les yeux, justement, reflet de l'âme. Oui. Et vous, Desislava? Moi, à part la voix, voilà. Mais après, quand vous rencontrez de visu la personne? Oui, quand je la rencontre, effectivement, on regarde tout de suite la personne en face. Donc, les premières choses qu'on voit, effectivement, ce sont les yeux, la forme de visage. Et puis, on commence d'abord toujours par une impression générale. C'est-à-dire, on va aller vers les détails peu à peu. Mais toujours, la première impression, elle est globale. Et je pense que dans la vie, nous tous, on fait une lecture comme ça, inconsciente, quand on rencontre des personnes. Alors on va vous donner justement dans quelques instants les indices qui jalonnent notre corps et notre visage et qui révèlent ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la clé de ce qui se passe à l'intérieur, à moins de se lancer dans de grands examens. Donc on va justement vous donner les indices pour réajuster, pour savoir si un matin, quand vous vous levez, si la forme est bien au rendez-vous. Alors on va faire cet aller-retour intérieur-extérieur pendant toute l'émission. C'est vrai que finalement, ça a plein de bon sens. Expliquez-nous justement ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. En quoi l'extérieur révèle et reflète ce qui se passe dans notre corps? Desislava. Disons que c'est très simple. Nous ne sommes pas faits de parties différentes. Nous sommes faits, en fait, les parties différentes forment un tout. Donc c'est tout à fait logique que l'extérieur reflète tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si on a une mauvaise peau, ce n'est pas parce qu'il n'y a que la pollution extérieure, mais il y a certainement des problématiques au niveau intérieur qui se reflètent à l'extérieur. D'autres problématiques, par exemple? Vous parliez de la peau, mais quoi d'autre? Par exemple... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir en extérieur de ce qui se passe en intérieur? Disons qu'une autre chose, ça peut être tout simplement la plombe de la personne ou les courbes du corps, puisque une personne qui est soumise à un stress permanent, en fait, le stress fait que le muscle se crispe, et si le stress il continue, les muscles, finalement, ils tirent sur la structure osseuse. Finalement, ça entrave le flux de la vie, la circulation, le flux énergétique, etc. Et du coup, ça entrave aussi le fonctionnement au niveau des organes. Et voilà. C'est plein de bon sens. C'est incroyable comme le visage imprime, marque finalement notamment nos émotions. Il suffit de regarder à la fin d'une journée le visage d'une personne pour savoir si elle a passé ou pas une bonne journée. Crispée, triste, tout se voit sur notre corps, sur notre visage, tout s'inscrit. On connaît bien aujourd'hui quand même la pertinence de la psychosomatique. Donc psychosomatique, c'est la relation entre la psyché, la vie de l'âme, la vie des émotions et du mental, sur le soma. Le soma, c'est le corps. Donc il y a cette descente d'informations, on pourrait dire, ce reflet dans le visible de tout notre monde intérieur. Et on commence depuis l'enfance à gérer chacun à sa façon l'environnement, les conflits, la relation aux parents, la relation aux aliments, la relation au climat. Et notre forme, en fait, est le reflet de 20 ans, 40 ans, 60 ans d'expérience de vie. Tout s'imprime, c'est vraiment ça, tout s'imprime. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Puis comme on est tous uniques, de toute manière, heureusement d'ailleurs, on a tous une vie unique, donc on a tous aussi un physique unique. C'est un peu comme le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oui. C'est un peu ça. Oui. Donc l'objectif aujourd'hui, on va vous donner des indices. L'objectif, c'est finalement de se prendre en charge. Mieux se connaître. De mieux se connaître. Et bien sûr.
À partir d'une connaissance de soi, on peut changer plein de choses dans son hygiène de vie pour rester en meilleure santé, bien sûr. Voilà, se prendre en charge, parce que c'est vrai qu'à part faire des examens, souvent qui sont d'ailleurs espacés, c'est-à-dire une prise de sang, on n'a pas beaucoup de données à notre portée pour savoir si on est vraiment en forme et qu'est-ce qui cloche. Je veux dire quelque chose. Oui, on se pose souvent la question, est-ce que c'est bon pour moi de prendre une telle plante, de faire un tel exercice, de manger une telle chose? En fait, est-ce que c'est bon de le faire en général? Et la bonne question, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Et pour répondre à la question, il faut vraiment se connaître. Ouais, tout simplement. Point de départ, mieux se connaître pour adapter justement la réponse à nos besoins. Alors, 2 axes. Bilan de vitalité, on va d'abord savoir un petit peu faire l'état des lieux de notre tonus et ensuite bilan de santé. Alors, bilan de vitalité, il y a 2 axes finalement. Il y a ce qui est inné, ce qu'on ne pourra jamais changer, l'hérédité, nos parents, nos ascendants. Puis il y a aussi quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir une marge de manœuvre, c'est l'acquis. C'est-à-dire que tout dépend de nous quand même malgré tout. C'est clair, c'est clair. Ces 2 éléments-là sont indissociables et au travers de la constitution, c'est-à-dire l'inné ou le tempérament, c'est-à-dire les acquis, on va pouvoir décliner tout un tas d'organes forts, d'organes faibles, mais aussi des profils psychologiques particuliers. Et l'énergie vitale qui nous occupe ce matin, elle est de nature quasiment indéfinissable, elle est impalpable, elle est probablement mieux connue aujourd'hui par ce qu'on appelle la physique quantique. Mais en termes de santé au quotidien, c'est au travers du système nerveux et du système glandulaire que notre force vitale va s'exprimer. Et certains indices, on va le voir dans les yeux, la bouche, les ongles, etc., seront plutôt le reflet d'une force vitale nerveuse ou d'une force vitale glandulaire. Allez, on va passer en revue, on va faire beaucoup de pratiques aujourd'hui. Alors, dans l'inné, dans ce qui est vraiment qui est en point de départ pour savoir véritablement qui on est, vous parliez du visage, l'angulation du visage. Alors expliquez-nous ça, Daniel Kieffer, c'est très facile, il y a des petites mesures à faire, c'est facile comme tout. C'est relativement simple, avec deux crayons, avec 2 stylos, on voit par exemple l'angulation qu'il y a entre l'axe vertical au niveau de l'oreille et puis le mandibule inférieur. Donc si on a un angle très ouvert, c'est un petit peu plus sensible, plus fragile. C'est-à-dire c'est l'angle ici qu'on montre bien, c'est-à-dire l'angle de là à là. Il faut que ce soit ouvert ou pas trop ouvert, le plus fermé. Ah, bon, donc... Dans votre cas, il est assez ouvert. Donc c'est pas bon, c'est ça? C'est un petit peu moins favorable au plan C'est-à-dire il faudrait un angle droit. C'est pas qu'il faut ou il faut pas, c'est que ça reflète quand même un peu plus d'énergie glandulaire. On voit ça dans les films d'action. Vous avez toujours des Schwarzenegger et autres Merci pour la comparaison. Voilà, qui ont des muscles masticateurs ici très puissants, qu'on vous fait voir en relief d'une façon très pertinente. Et on insiste beaucoup sur l'angle des mâchoires. C'est un archétype. On sait tous que plus la mâchoire est puissante, plus la personnalité est solide. Donc elle est puissante quand elle est en angle droit. C'est ça, c'est ça. C'est l'inverse. Donc ça, c'est le point de départ. Mais après, attendez, on a le jeu de cartes de départ. Oui. Mais après, tout dépend ce qu'on en fait. C'est ce qu'on disait avant l'émission. Donc là, il faut plutôt un angle droit. C'est révélateur d'un tonus, d'une énergie vitale. Un meilleur capital. D'accord, donc ça c'est tout simple à faire, donc tout le monde va aller devant la glace. Donc ça c'est le menton, c'est ça, maxillaire? Oui, ça c'est maxillaire. Pour le menton, c'est la même chose au niveau de la pointe du menton vers les branches des maxillaires. Donc c'est cet angle-là que l'on mesure. Il faut que ce soit comment? Angle droit aussi? Bien ouvert, bien ouvert. Et là il est très fermé. Là c'est l'envers. Mais c'est normal, c'est sur votre constitution, vous êtes plus neurobilieuse que musculaire, donc c'est pas votre Donc il faut que tout soit en angle droit, enfin il faudrait, ça marque une prédilection, soit à avoir beaucoup de tonus en base. Voilà, le capital défensif est meilleur au départ, oui. Alors, le cadre et l'ouverture. Deuxième indice, le cadre et l'ouverture, ça se passe au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Disons que le cadre, c'est vraiment la structure osseuse du visage et ça fait partie du capital inné. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cadres qui sont larges, qui sont expansés, qui sont dilatés et des cadres qui sont plus rétractés et plus petits. Et disons que ça dénote vraiment le capital vital de naissance. On appelle ça le grand cadre. Après, sur le grand cadre, il y a le petit cadre qui se greffe et ça, c'est le cadre qui est formé par les yeux, le nez et la bouche. Et en fait, c'est les ouvertures, c'est les fenêtres de la personne. Ils nous font voir la façon dont la personne elle communique avec l'extérieur. C'est-à-dire la façon dont elle... dans le relationnel. Dans le relationnel et la façon dont elle dispose de son énergie. En fait, comment elle utilise son énergie. On peut avoir des petits yeux et une grande bouche.
Exactement, oui, mais ça veut dire différentes choses aussi. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, si vous avez quelqu'un avec un large cadre, avec des grosses ouvertures, c'est bien parce qu'il a une capitale vitale en fait, qui est bien et il peut le dépenser librement dans l'échange, dans la dynamique, etc. Par contre, oui, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre des choses. Oui. Par contre, si vous avez quelqu'un avec un visage qui est plutôt rétracté, avec des très grosses ouvertures, cette personne-là, elle va avoir le même dépensivité de son capital. Par contre, le capital qui est comme un compte en banque, en quelque sorte, il s'épuise peu à peu. Donc, il faut savoir se harmoniser vis-à-vis de qui on est. D'accord. Sur le même cas, un visage qui est rétracté avec des petites ouvertures, c'est une personne avec un petit capital vital, mais qui est bien épargnée. Vous voyez, c'est un peu... Donc il faut mieux l'équilibre finalement. Voilà, tout est une question d'équilibre. Il ne suffit pas d'avoir le cadre et très large et des toutes petites ouvertures. Il faut un juste équilibre, une harmonie. Et il faut préciser vraiment qu'on n'est pas dans le jugement. Loin de ça. On est vraiment dans une vérité qui nous concerne nous-mêmes, tout un chacun. Mieux se connaître avec les données qui nous sont justement propres. Mais par exemple, on ne choisit pas le cadre de sa bouche. Si, vous pensez ? Par exemple, si la bouche est... Non, vous disiez... Choisir, non, pourquoi choisir? C'est toute une histoire, il y a de la génétique là-dedans. Oui, c'est génétique. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais par contre, ce que vous disiez, oui, parfois il y a un déséquilibre, le cadre est large et les ouvertures sont petites. Oui, mais le pronostic vital sera moins bon, parce que la personne va gaspiller son capital. D'accord. Donc ça, c'est inchangeable. Mais après, on va agir. Vous allez voir, après, on va pouvoir agir. Alors, autre indice. Alors là, on va passer du visage, on va passer aux pieds. Ses gros orteils. Alors, tout le monde va déchausser les chaussures et regarder son gros orteil. Alors, vous dites que c'est vraiment un indice très intéressant. Il est surtout rapide, il est pratique à observer en été quand les pieds sont un petit peu plus accessibles qu'en hiver. Le gros orteil est un petit peu un reflet global de la constitution. On a intérêt à avoir des orteils plutôt larges et assez puissants qui témoigneront d'une vitalité, d'une défense, d'un système défensif peut-être supérieur à des gens qui ont des orteils plus fins, plus longilignes, plus grêles. Il faut qu'il soit comment, ce gros orteil? Puissant, imposant, large. Imposant, oui, fier de lui. Bon, on montre un exemple ou pas? Bien sûr. Non, mais alors, qui veut déchausser? Personne. Je regarde s'ils sont pas très... Bon. Alors, par exemple, il y a une photo, dans le plasma. C'est peut-être aussi bien, finalement. Comment il est, celui-ci? On ne le voit pas entièrement, mais il m'a l'air bien sympathique, bien large. Je retire, voilà. Par exemple. Vous êtes dans la bonne moyenne. C'est dans la bonne moyenne. C'est un orteil tout à fait moyen qui est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire, mais il est bien ou il est pas bon? Oui, dans la bonne moyenne, c'est positif. Ah bon, d'accord, il est imposant, bon. Oui. Alors, non mais ce sont des critères, c'est vrai, qui sont intéressants pour voir le point de départ. Alors, l'impendice, vous m'aviez parlé aussi de l'impendice xiphoïde. Appendice. Appendice. Un appendice. Oui, appendice, avec le nez. Appendice xiphoïde. Alors là, il faut nous expliquer. Disons que derrière ce nom barbare, en fait, c'est le nom d'un petit cartilage triangulaire qu'on peut retrouver au niveau du creux de l'estomac, juste à la pointe inférieure du sternum. C'est-à-dire, le sternum, c'est là où il y a le petit creux. Oui. Exactement. Le sternum, c'est cet os-là, et puis à la pointe inférieure. Oui, on sent, là, on l'a les os. Il y a un petit triangle ici. Voilà. Et donc, on peut les palper, plus pratique, c'est avec les majeurs. On peut appuyer légèrement. Il ne faut pas foncer très fort parce que des fois, ça peut être douloureux. Et c'est un appendice qui peut être présent ou absent. C'est génétique. Ou l'on l'a ou l'on n'a pas. Et alors, ça dépend. Disons que dans les cas où on a un appendice xiphoïde, en fait, ça parle de la force vitale ancestrale. C'est-à-dire, pareil, on arrive toujours à la même chose. C'est un bon indice de vitalité. Moi, j'ai rien pour moi, pour le coup, aujourd'hui. Mais là, je ne sens pas. C'est quoi? C'est un petit os? Oui, c'est un petit os. Mais qui est un seul, qui est comment, vertical? Oui. Il est triangulaire et dans le meilleur des cas, plutôt chez les hommes, 3 hommes sur 5, une femme sur 4 à peu près en ont. Chez l'homme, il peut être même convexe, donc sortir. On le voit sous la chemise parfois, qui un peu comme le bréchet des poulets. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Il est droit, il n'est pas douloureux, il est dur. Ça, c'est l'appendice de King Kong, si vous voulez. C'est Superman. Donc là, bon point de départ. C'est-à-dire, on dit qu'on a ce petit appendice, on a un gros orteil, on a un équilibre dans le cadre et dans les ouvertures. Le cadre, ouverture, les yeux, le nez, la bouche, et on a une angulation angle droit, c'est un bon départ. Ça commence bien, oui. Ça commence bien. C'est-à-dire qu'on a tous des cartes qui nous sont données à la
naissance, bah oui, il y a l'hérédité qui influence, c'est un bon départ. Néanmoins, on reste toujours quand même maître du jeu. Même si on a des mauvaises cartes au départ, tout dépend ce qu'on en fait. Bien sûr, on peut gaspiller ou on peut épargner, bien sûr. Voilà, bon, ça c'est point de départ, donc vous regardez à la maison, mais ensuite on va justement pouvoir aussi agir sur, il y a des choses qui sont évolutives, sur l'acquis, sur l'expérience, sur ce qu'on va faire de nos journées, de notre vie, de notre quotidien. Alors, la main. Alors, elle est très riche d'informations. À chaque fois, vous nous en parlez, Daniel Kieffer. C'est vrai qu'on s'y intéresse que très rarement, et pourtant, dans la main, c'est incroyable comme tout est intéressant, riche d'informations, que ce soit les ongles, les lunules ou le gros pouce, le pouce tout simplement, voilà. Alors, vous voyez, je donne déjà un indice, il faut qu'il soit imposant lui aussi. Alors, on y va pour le donc pouce. La main est très étudiée depuis Hippocrate, c'est un indice global de bilan, mais on va s'intéresser plutôt ce matin aux lunules des ongles, donc les arcs en forme de lune à la base des ongles, et puis à cet appendice à la base du pouce, qui est l'appendice ténard, le mont ténard, voilà. Que l'on palpe assez facilement en clientèle, et qui doit être, là aussi, dans le meilleur des cas, bien convexe, bien rond, ferme, chaud, tonique. Et là, c'est un indice important qui est relativement en rapport aussi avec non seulement le capital de défense, mais aussi la libido, parce qu'on l'appelle le mont de Vénus. C'est un des deux monts. D'accord. Mais bien sûr. On va tous faire comme vous demandez comme ça. Voilà. Et oui. Et on voit chez les vieilles personnes qui perdent à la fois, bien sûr, leur énergie vitale, leur libido, leur santé, le mont ténard devient beaucoup plus concave, beaucoup plus pâle, froid, il se fripe et il devient atone. Alors, il faut palper, mais main gauche, main droite, parce que j'imagine que musculairement, peut-être les deux. Celui-ci est plus imposant sur les droitiers. Légèrement dans la main directrice, oui. Et la main, pas complètement ouverte, tendue, mais légèrement en ouverture, de manière à bien palper l'épaisseur. Montrez le vôtre, par exemple. Le vôtre, il est bien ou pas? Il vous semble bien? Et il me semble pas mal, oui, je l'aime bien, en effet. C'est-à-dire que vous donnez des notes, c'est ça? Il y a des moyennes? Oui, on numérote entre 0 et 6. 0, c'est plutôt le cadavre, mais 6, c'est encore une fois notre Superman. Ouais. Là, aujourd'hui, je dois être dans les 5, personnellement. Parce que ça change d'une journée à une autre? Non, sur plusieurs mois, bien sûr. Plusieurs mois, oui. D'accord. Donc ça peut être aussi un indice qui peut justement... C'est facile à palper, ça. Oui, c'est facile à palper. Alors, les ongles, les lunules. Parce que alors ça aussi, les lunules, c'est les, on va dire, demi-lunes, qui sont parfois justement à la base des ongles. Alors ça, on a ou on n'a pas. Là encore, c'est très personnel. Elles symbolisent quoi, ces lunules? Exactement. Disons que c'est la partie visible de la racine des ongles. Et pour nous, pas pour nous, en fait, traditionnellement, elles symbolisent la façon dont la personne dépense son énergie. C'est-à-dire, on peut avoir des lunules ou seulement sur le pouce ou sur les 10 doigts. Par exemple, le Superman de tout à l'heure, qui a des lunules sur 10 doigts, sur les 10 doigts, lui, il va être vraiment dans la dynamique, dans l'échange, dans les contacts avec les autres. C'est-à-dire, il va dépenser ce qu'il a. Et lui, il peut se le permettre parce que pour lui, ça va, il a un capital. Il a un bon capital, voilà. Tout dépend du capital de départ. Voilà. Par contre, si c'est une personne qui a un moindre capital de vitalité et qui a la même, les mêmes données au niveau des lunules, pareil, elle va dépenser. Donc là, on est dans la dépence énergétique. Voilà. Oui. D'accord, il faut que ce soit proportionnel au capital que l'on a de départ. Exactement. Donc, peut-être qu'une personne, on aura dit, ça lui sera favorable, il y aura une bonne dépense s'il y a un bon capital. Si on n'en a que 2 et que le capital de départ est beaucoup plus faible, ça va aussi, finalement. Là encore, on est au cas par cas. Voilà, et puis les lunules, c'est un indice qui bouge, qui peut bouger aussi. C'est-à-dire oui, parfois, c'est vrai. Elles disparaissent, elles reviennent. Il faut faire notamment très attention quand on a des lunules et qui commencent à disparaître parce que ça dénote aussi un déséquilibre, une faiblesse, ou ça peut arriver pendant un temps de convalescence, etc. Donc, si on fait attention à ça, en quelques mois, les lunules peuvent revenir aussi. Alors, est-ce que ça dépend du doigt où il y a lunule? Non, la norme, c'est qu'elles disparaissent du petit doigt vers le pouce. Ah oui, on en a souvent. Moi, je n'ai que gros pouce. Et on garde généralement le pouce jusqu'à la fin de la vie. Et dans les grandes situations de fatigue nerveuse, d'épuisement, on peut les voir disparaître de semaine en semaine. Et puis quand on refait de la santé, on part en vacances, on se remet en forme, elles reviennent du pouce vers le petit doigt. D'accord. Et tiens, qu'est-ce qui vous fait dire qu'un ongle est sain, par exemple? Il faut qu'il soit de quelle couleur, quelle forme? Coloré, mais alors quelle couleur? Rose. Rose parce qu'il y a du sang en dessous et il y a vraiment des globules rouges qui montrent qu'il n'y a pas d'anémie. D'accord. Pas cramoisi, pas violacé parce que ça serait plutôt une tendance cardiaque, des troubles cardiovasculaires. Pas trop bombé, pas en verre de montre, pas en griffe. L'ongle hippocratique supposerait plutôt des troubles pulmonaires ou une hérédité tuberculeuse.
qui ne soit pas non plus plat, pas trop strié, bien lisse. Tonique, ferme, ce qui est un reflet de la minéralisation. Oui. Ah d'accord, les ongles cassants, c'est manque de mauvaise minéralisation. Moins de silice, moins de mauvais rapport vitamine B, magnésium. Les taches blanches? Les taches blanches sont très souvent associées à des manques de zinc. Mais vous voyez, c'est vrai que c'est incroyable. Comme vous le disiez à juste titre, des Sislava, dire qu'elles viennent, c'est vraiment des indices. Donc il faut savoir décrypter. Elles viennent, elles repartent. Quand elles viennent, c'est un message qu'elles nous envoient. Et après, il faut savoir décrypter. C'est ça qui est passionnant, c'est de pouvoir un petit peu gérer au cas par cas et de pouvoir réagir au moment où justement notre corps réclame.